Bonjour, nous sommes le 23 janvier 2025. Une journée qui s'annonce bien pour un 23 janvier, puisqu'en fait il y a une certaine forme de clarté. Bon, il fait un tout petit peu, voilà, on retrouve une petite nébulosité, mais la journée peut bien se passer, je veux dire, en ayant une vue comme ceci. Alors que ça fait qu'hier il a plu, qu'aujourd'hui, bon, c'est une belle petite journée, bon, pour faire des petites sorties, les températures y sont, et voilà. Alors ici, je vais voir deux comptes. Le compte 10, qui est le compte capital. Et puis, en même temps, je vais voir, enfin, par après, le compte 15, qui lui est subside en capital. Alors, est-ce que le terme est bon dans subsider en capital? Il manque quelque chose dans l'appellation de ceci. Si, voilà, subside en capital, il manque quelque chose. Je vais donner quelques explications et puis vous allez voir qu'est-ce qui manquerait. Mais je vais aller quand même voir sur, voilà, dans le PCMN, comment il l'appelle. Bon, CTRL F, et je tapais le 15. Et il l'appelle aussi subside en capital, qui est le 150 en fait. Qui est le 150, subside en capital. Parce que, voilà, on peut... Bon, je vais expliquer dans un petit instant. Vous allez voir pourquoi je... Pour moi, il manquait quelque chose, mais en fait, ils l'ont gardé comme ça, tel quel, subside en capital. Alors, le compte 10. Alors, je rappelle que c'est la classe 1. Le compte 10. Le compte 10 et le compte 15 font partie de la classe 1. Alors la classe 1, la voici. C'est la toute première. Hein. Voilà, la classe numéro 1. On a 10 capitales, 11 primes d'émission, 12 primes plus-value de réévaluation, 13 réserves, c'est toutes les réserves, 14 bénéfices reportés ou pertes reportées, 15 subsides en capital. Voilà. 16 provisions et impôts différés, 17 dettes à plus d'un an, ça ce sont les dettes. 17, 18, voilà, liaison des établissements et succursales, 19, résultats d'exploitation. Et puis on passe à la classe 2, avec frais d'établissement, 20 frais d'établissement, 21 immobilisation incorporelle, 22 terrain et construction, voilà, 23 installation machine-outillage, 24 mobilier matériel roulant, 25 immobilisation détenue en location financement et droits similaires, 26 autres immobilisations corporelles, 27 immobilisations corporelles en cours et à compte versé, 28 immobilisations financières, 29 créances à plus d'un an. Et puis on passe à la classe 3, qui sont les stocks et commandes en cours d'exécution, 30 approvisionnement en matières premières, 31 approvisionnement en fournitures, 32 en cours de fabrication, 33 produits finis, 34 marchandises, 35 immeubles destinés à la vente, 36 à compte versé sur achat pour stock, 37 commandes en cours d'exécution, 4 créances et dettes à plus d'un à un an ou plus, 40 créances commerciales, 41 autres créances, 42 dettes à plus d'un an échéant dans l'année, 43 dettes financières, 44 dettes commerciales, 45 dettes fiscales, salariales et sociales, 46 à compte reçus sur commande, 47 dettes découlant de l'affectation du résultat, 48 dettes diverses, 49 comptes de régularisation et comptes d'attente. Et puis on passe à la classe 5 avec placement et trésorerie valeur disponible, 50 actions propres, 51 actions épars, 52 titres à revenu fixe, 53 dépôts à terme, 54 valeurs échues à l'encaissement, 55 établissements de crédit, 56 offices de chèques postaux, 57 caisses, 58 virements internes. Et puis on passe voilà, aux charges, puis aux 7 qui sont les produits. Voilà. Donc avec 65 charges financières, charges exceptionnelles en 66,
impôt sur le résultat 67, 68, transfert aux impôts différés, etc., etc. Puis on passe au, voilà, aux produits, chiffre d'affaires, etc., etc. Bon, alors ici, dans la classe 1, j'avais déjà vu la classe 1. Beaucoup de choses ont été vues en classe 1. Mais ici, maintenant, je vais parler du compte 10. Capital, prime d'émission, je l'ai déjà vu. Plus de value de réévaluation, j'ai déjà vu. Les réserves, j'ai déjà vu. Voilà, bénéfices reportés ou pertes reportées, j'ai déjà vu. Voilà. Et bon, le 15, je vais le voir. Subside en capital. Alors, ça, c'est le 10 et le 15. Donc ici, capital et subside en capital. Je vais les voir tous les deux maintenant. Donc, capital et subside en capital. Alors, comme je vous l'ai dit, la classe 1, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les capitaux permanents de l'entreprise qui apparaissent bien sûr au passif du bilan. Ben, voilà. Vous voyez que c'est tout des comptes de passif. Hein. P. P pour passif. Alors, bon, si vous êtes intéressé par les rubriques, elles sont à côté, juste à côté. Voilà. Alors, P, c'est compte de passif. A, c'est compte d'actifs. Et si vous voyez R, c'est compte de résultat. Donc, c'est chargé produit. Alors, donc, vous avez APR. Là, ici, c'est un compte de résultat. Charge. Et si je descends en 7, vous avez aussi R, qui est un compte de résultat. Voilà. Donc, R, ce sont les comptes de résultats. Et voilà, les classes de bilan, ce sont les classes voilà, de 1 à 5 sont les comptes de bilan. Et je rappelle que dans le bilan, c'est toujours équilibré. Contrairement au compte de charge, on peut avoir plus de produits ou plus de charges. Et donc, dans le bilan, on doit savoir si c'est un compte d'actif ou de passif. Et voilà, donc ici, je rappelle que compte capital, tout ça, ce sont des comptes de passif. Hein. Classe 1, c'est compte de passif. Ouais. Donc tout ce qui est classe 1, c'est compte de passif. Puis on tombe sur la classe 2, bon, il y a de l'actif. Il faut vérifier s'il n'y a pas du passif de temps en temps. Voilà, ici, c'est tout de l'actif. Ici, classe 2. Ici, classe 3, c'est tout de l'actif. Classe 4. Voilà, dans la classe 4, il y a du passif. Ouais, 42, 43, c'est du passif. Alors dans 44, on peut retrouver aussi du passif, comme 440 et 441. Donc vous voyez, c'est pas organisé en actif-passif. Hein. Parfois, voilà, en classe 4, vous avez de l'actif et du passif mélangé. Par contre, classe 1, c'est tout du passif, et classe 2, c'est tout de l'actif. Bon. Il y a des classes comme ça, bon, c'est tout d'un côté plutôt que l'autre. Donc ici, comme il s'agit de comptes de passif en classe 1, donc ce sont des capitaux permanents de l'entreprise qui apparaissent bien sûr au passif du bilan. Et quand l'entreprise doit remettre le commerce, ben, elle doit donner à l'entrepreneur, si c'est pas une faillite bien sûr, hein, si c'est pas une faillite, ben, en fin de commerce, soit on transfère vers une autre personne les biens, voilà, on donne son commerce, on revend son commerce à quelqu'un d'autre, ou alors on peut avoir aussi un commerce qui fait faillite. Voilà, à ce moment, il y a un curateur qui vient, et voilà, il faut voir les personnes qu'il faut payer en premier via voilà, la dette qu'elle doit vis-à-vis des tiers. Elle doit rembourser ses dettes, donc on va d'abord payer les tiers, le personnel, le tiers, etc., etc. Les tierces personnes à qui il y avait des dettes. Donc, il y a des cas de figure où soit le commerce est revendu, soit le commerce tombe en faillite, ou soit voilà, le commerce s'arrête, et bon, l'entreprise doit, voilà, tout ce qui est patrimoine est revendu et revient à l'entrepreneur. S'il n'y a pas de faillite, bien sûr. Hein. Voilà, donc en fait, c'est les dettes le capital, ce sont des dettes que l'entreprise a vis-à-vis voilà, de l'entrepreneur ou des entrepreneurs. Voilà. Donc ici, la classe 1, c'est des capitaux permanents de l'entreprise qui apparaissent bien sûr au passif du bilan parce que c'est tout des comptes de passifs. Ils représentent bien sûr les sources propres et étrangères des fonds. Hein, donc on a des fonds propres
et des fonds étrangers. Les fonds étrangers, ce sont les dettes à long terme, voilà, alors que les fonds propres sont les capitaux propres. Bien sûr, ce sont des fonds dont l'entreprise dispose de façon, on va dire, durable. Ça dure dans l'entreprise des années. Tant que l'entreprise vit et qu'elle a des capitaux, ben, ces capitaux sont là. Voilà. C'est pour ça qu'on dit capitaux permanents d'ailleurs, parce que c'est toujours là, c'est durable, c'est du durable. Alors, ces capitaux permanents sont constitués bien sûr des fonds propres apportés par les investisseurs, voilà, ou l'entrepreneur lui-même. On a donc dans les fonds propres le capital, voilà, les primes d'émission et les réserves. Les réserves et aussi bien sûr les bénéfices reportés, enfin les bénéfices reportés ou les pertes reportées, parce qu'on n'a pas forcément des bénéfices. Alors si c'est une perte, c'est un moins. Voilà. On retrouve aussi les plus-values de réévaluation et les subsides en capital. Donc tout ça c'est dans les fonds propres. Donc les fonds propres, ils vont de 10 à 15. 10 à 15, ce sont les fonds propres. Voilà. Donc ici vous voyez la première page ici, vous voyez ici 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ce sont les fonds propres. Alors, les fonds étrangers, ce sont les dettes à plus d'un an. Les dettes à plus d'un an, voilà, ça ce sont les fonds étrangers. C'est les dettes long terme. Alors je rappelle que ça c'est du non exigible. La partie ici, la, fonds propres c'est du non exigible. Et ensuite on a les dettes qui sont exigibles. Et ça c'est de l'exigible long terme, les dettes à plus d'un an. Donc ce sont les fonds étrangers. Les dettes à plus d'un an sont les fonds étrangers. Et on retrouve aussi les provisions normalement, les provisions pour risques et charges, qui sont là, juste au-dessus. Donc 16-17, ben, ce sont les fonds étrangers. Tout ce qui est provision. Tout ce qui est provision ici, ce sont aussi des fonds étrangers. Voilà, donc tout ce qui est provision sont des fonds étrangers. Donc on a les dettes à plus... non, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Les fonds étrangers, ce sont les dettes long terme. Long terme. Le 17, ce sont les dettes long terme. Ce sont on va dire les fonds étrangers. Les fonds étrangers, c'est les dettes. Donc les fonds propres, c'est de 10 à 15. Le C, s'il a part, justement, le C, ce sont les provisions. Ce sont les provisions, on met ça à part. Voilà, donc, et puis 17, ce sont les fonds étrangers. Donc 17 fonds étrangers, on pourrait mettre ça dans un gros sous-groupe, hein, fonds étrangers d'être à plus d'un an. Et les provisions, c'est un sous-groupe aussi. Voilà. Et après, on a le sous-groupe qui est fonds propres. Et les fonds propres, ils vont de 10 à 15. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, je m'étais trompé dans un petit moment. Je m'étais trompé. J'avais mis, voilà, dette à plus d'un an avec, voilà, provision et impôt, provision. Alors que ouais, c'est complètement deux groupes différents. Ouais, les provisions, c'est les provisions. Les dettes à plus d'un an qui sont les fonds étrangers, c'est le 17. Donc, les fonds étrangers, c'est le 17. Et les fonds propres, c'est de 10 à 15. Donc, 10 à 15 fonds propres et 17 fonds étrangers. Et les provisions constituent voilà, un sous-groupe à part. Bon, donc maintenant je vais parler du compte 10. Compte 10, dans les entreprises, on va dire individuelles, le compte capital est crédité. Voilà, il est crédité.
Bien sûr, il est crédité lors de l'ouverture de l'exploitation dans les entreprises sociétaires. Alors, on utilise un sous-compte qui est le compte 100, capital souscrit, qui est bien sûr, comme je vous l'ai dit, crédité lors de la constitution de la société. Une fois que la société est constituée, on l'a créée, et voilà, et là, on crédite. C'est à un moment bien précis. Voilà. C'est un moment bien précis, c'est lors de la constitution de la société. Je vous rappelle que dans une société, dans une entreprise sociétaire, il n'est pas facile de modifier, on va dire, le capital. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit faire une modification des statuts. Donc, on ne sait pas facilement modifier le capital dans une entreprise sociétaire, parce qu'une, on va dire, une telle modification ne peut se faire que moyennement une modification des statuts eux-mêmes. Bien sûr, modification des statuts et publication des statuts, bien sûr, parce qu'il faut les publier. Une fois qu'on les a modifiés, on les publie. Et on les publie où? Au moniteur belge. Et là, on sait voir tous les statuts. Voilà. Il suffit d'aller juste faire une lecture, voilà, rechercher, faire une petite recherche et faire une lecture des statuts de la société au niveau du qui sont publiés au moniteur. Donc modifier le capital, c'est modifier les statuts pour une société, pour une entreprise sociétaire. Pour une entreprise sociétaire. Voilà. Ça, c'est le compte 10 capital. Alors, pour le compte 15, voilà, subside en capital. Ça, c'est, on va dire, lorsqu'une entreprise emprunte auprès d'un organisme, voilà, financier, par exemple une banque ou une entreprise, une société de prêt. Généralement, c'est la banque. Hein. Voilà. L'entreprise, quand elle a besoin d'argent, la première chose qu'elle voit, c'est la banque. Une personne, quand elle a besoin d'argent, la première chose qu'elle voit, c'est la banque. Sauf si maintenant, elle ne peut plus avoir d'emprunt vis-à-vis de la banque, elle va se retourner vers des organismes financiers, je veux dire, indépendants ou des entreprises voilà, de prêt pour aller rechercher, pour tenter d'avoir un prêt. Donc, on va dire que lorsqu'une entreprise emprunte auprès d'un organisme financier, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut payer des intérêts. Il y a toujours des intérêts. Parce que qui dit prêt dit intérêt. Prêt est synonyme d'intérêt. Bon, j'ai mis ça c'est parce qu'en fait, j'ai tapé ce nom parce que je pensais que mon clavier était bloqué, c'est juste ça. Mon clavier numérique, je pensais qu'il était bloqué. Bon, donc ici, je disais, tout emprunt, normalement, il y a un intérêt derrière un emprunt. Il y a ce qu'on appelle de l'usure. Usure derrière un emprunt. Mais de toute façon, l'emprunt, on est obligé d'en avoir. On en a besoin parfois pour acheter une maison qui coûte très cher. Voilà. Ou je veux dire, pour acheter un véhicule qui coûterait une certaine somme, un certain montant, je veux dire, parfois, on est amené à faire un prêt. Alors, donc, une entreprise qui emprunte auprès d'un organisme financier,
elle doit évidemment payer des intérêts sur cet emprunt. Alors, si cet emprunt est contracté en vue d'un investissement en immobilisation, ben, à ce moment, il y a un acteur qui est extérieur qui va jouer, qui peut jouer, j'ai bien dit qu'il peut jouer pour autant que vous faites appel à cet acteur-là, qui est l'État. Parce que l'État accorde beaucoup de, je veux dire, d'avantages, notamment des subsides. Donc vous voyez qu'ici, les acteurs, bon, on peut avoir un acteur qui est un organisme financier. Mais il faut savoir que l'État, bon, je veux dire, joue aussi pleinement son rôle, parfois en tant qu'avantage dans la construction. Voilà, dans la construction, dans beaucoup de choses. Pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises sont subsidiées à travers voilà, des avantages fournis par un acteur extérieur qui est l'État. Donc l'État n'est pas là uniquement pour, on va dire, les impôts, c'est pas vrai. L'État peut aussi venir pour, si vous devez faire une toiture, l'État peut intervenir. Voilà, l'État peut intervenir dans beaucoup de domaines. Vous faites une toiture, de nouvelles fenêtres, de l'isolation. Le tout, c'est de savoir ce que quels sont les avantages qu'attribue l'État. Donc vous voyez, ça c'est deux acteurs clés qui sont les organismes financiers et l'État. Et toute entreprise a besoin, on va dire, d'emprunter. Parce que bon, si on veut faire tourner, voilà, si on veut faire tourner une entreprise, bah, une entreprise fonctionne sur de l'argent. Une entreprise, c'est voilà, c'est un système capitalistique, capitalisé, car voilà, car il y a du capital. Donc c'est pour devenir bien sûr capitaliste. Quand on ouvre une entreprise, c'est pour devenir capitaliste, c'est-à-dire on ouvre une entreprise pour gagner de l'argent. C'est le but principal, c'est de faire du profit. Et tout le monde fait du profit parce que celui qui va travailler, ben, il a un revenu, c'est un profit. On appelle ça revenu. Voilà, mais l'entreprise travaille aussi. Elle fait travailler voilà, des matières premières, des marchandises, elle fait travailler du personnel, elle fait travailler beaucoup de choses. Donc, je veux dire, gagner de l'argent, c'est obligatoire parce que c'est grâce à cet argent-là que vous pourrez voilà, acheter des immeubles, enfin un immeuble, une habitation, faire une location, acheter une voiture, acheter des meubles, acheter votre propre nourriture. Donc, il faut un gain. Et tout le monde, je veux dire, se réveille au matin pour normalement aller rechercher un petit gain, je veux dire pécunier, pour pouvoir, voilà, vivre pleinement ses journées, sa vie. C'est-à-dire pouvoir acheter des vêtements, pouvoir manger, etc., etc. Donc, ça va du simple citoyen qui a besoin d'argent aux entreprises qui a besoin de faire tourner l'entreprise. Une entreprise, je vous rappelle, je veux dire, fait vivre du personnel et donc des citoyens. Parce que, qui sont les personnels? Ce sont les citoyens d'un pays. Et donc, les entreprises, quand elles tournent, ça ramène un bien-être aux citoyens et donc à une frange de la population. Plus il y a d'entreprises, plus il y a des personnes qui peuvent travailler et avoir un revenu et veut dire pouvoir vivre décemment par rapport à des revenus décents. Par rapport à des revenus décents. Donc, la base même d'une entreprise, c'est de faire du profit. Si elle fait des pertes, c'est malheureux. On va dire que c'est un cas malheureux. Voilà. Je veux dire, elle essaye de gagner, elle fait tout pour gagner, mais il peut y avoir des contraintes qui font que, bon, elle peut perdre. Mais disons qu'une entreprise, elle est là pour voilà, faire du profit et générer
voilà, des flux, des flux de toutes sortes. Et donc, l'État, comme je l'ai dit, peut être peut-être un intervenant, peut-être un incitant, peut-être beaucoup de choses. L'État, voilà, il peut intervenir en tant que régulateur aussi. C'est un régulateur, un incitant, voilà. Et, il peut être aussi là, quoi. Je veux dire, en tant que, voilà, on va dire, acteur d'aide, voilà, il aide, puisqu'il va accorder des subsides, donc il aide. Alors, le tout, c'est de savoir quels sont les subsides. Est-ce que c'est en capital ou en intérêt? C'est ça la différence. Elle peut intervenir soit, et c'est ça la grande différence, elle peut intervenir soit en intérêt ou en capital, parce que la comptabilité distingue ça. Elle va distinguer en capital ou en intérêt. Voilà. Donc l'État peut intervenir soit dans le capital ou intervenir par rapport aux intérêts que l'entreprise doit payer. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure je regardais ici ces subsides en capital. Moi je pensais qu'ils allaient mettre subsides en capital et en intérêt. C'est-à-dire que soit vous faites du subside en... Ce serait une rubrique qui reprendrait les subsides en capital ou que l'État accorde ou des subsides en intérêt. Bon, que j'appellerais un compte, subside, je mettrais tout dans un même compte, subside en capital et en intérêt. Je mettrais tout dans un même compte. Alors que bon, normalement, c'est soit en capital, soit en intérêt. Mais comme c'est un compte qui reprendrait un des deux, donc ce serait subside en capital et en intérêt. Donc on place dans ce compte-là, voilà, soit les subsides en capital ou soit les subsides en intérêt. Et donc, l'État, comme je l'ai dit, peut accorder des subsides en intérêt. Par exemple, si c'est en intérêt, c'est par exemple 5% pendant 3 ans. 5% pendant 3 ans. Si l'entreprise utilise ses fonds propres, c'est-à-dire utiliser ses fonds propres, c'est-à-dire faire un autofinancement, bon, il est logique qu'elle peut bénéficier également d'une réduction de ses charges. Et à ce moment-là, l'État lui accorde les subsides en intérêt. En capital, je m'excuse. Subsides en capital. Voilà, subsides en capital. Voilà, ces subsides en capital qui correspondent à la subvention en intérêt qu'il aurait consenti si l'entreprise avait emprunté. Donc de deux choses l'une, l'entreprise emprunte et donc on peut avoir un subside en intérêt puisqu'elle a emprunté. Mais maintenant, si elle fait de l'autofinancement, elle peut avoir un subside en capital. Alors, les subsides en capital, attention que ça fait l'objet d'amortissement. Voilà. Puisque ça va se faire, on va dire, de manière progressive, selon, comme je viens de vous dire, un plan d'amortissement, par imputation au compte de résultats financiers. Voilà. Alors, si je prends, je ne vais pas faire un cas de figure ici d'exemple, mais pour amorcer là, parce que je vais faire un cas de figure dans une autre vidéo, pour amorcer la chose, je vais juste l'amorcer sans plus. Parce que je vais faire un exemple complet dans une vidéo qui va suivre. Alors, il y a plus que deux comptes. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je vais pas aller... voilà. Je vais pas tout montrer ici, mais je vais montrer tout dans une autre vidéo. Mais je vais déjà amorcer, voir quels sont un petit peu les gros comptes qu'on pourrait utiliser. Par exemple, dans le cadre d'une politique d'emploi, création, on va dire, d'emploi. Alors, l'État, ce qui lui intéresse,
Alors, je rappelle que j'ai parlé ici d'État. Bon, qu'est-ce que c'est que l'État? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par État. Il y a plusieurs définitions de l'État. Bon, en général, ce qu'on entend, en gros, grossièrement par l'État, c'est tous ceux qui contribuent hum, à cet État. Donc, toutes les personnes qui font partie d'un État je veux dire, qui contribuent au fonctionnement de l'État font partie de l'État. Voilà, mais en fait, il y a d'autres définitions. Je veux dire, donc il faut regarder. euh, voilà, j'ai pris une définition assez simple. Donc, ce qui veut dire que si ceux qui contribuent au fonctionnement de l'État, ben, en fait, ils ne sont pas toujours contributeurs. Ils sont parfois, ouais, ils peuvent avoir des aides. Voilà. L'État n'est pas une pompe à soutirer, hein. Contrairement à ce que certains croient, il suffit de demander des aides de l'État pour autant on ait euh, le droit. Parce que bon, si vous avez déjà demandé des aides et que bon, vous n'allez pas avoir 50 000 aides, on va vous donner une fois pour pouvoir vous en sortir pour certaines choses, mais on ne va pas toujours vous en donner. Bon, l'État, c'est pas aussi dire voilà. L'État, donc vous devez payer bien sûr cotiser, faire des cotisations à l'État, mais on peut demander à l'État beaucoup de choses. Des assistants juridiques, des aides à l'emploi, etc., etc. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des subsides. Pendant qu'on ait droit, bien sûr. Hein. C'est pas automatique. C'est pas une procédure automatique. C'est pas une procédure automatique. C'est d'abord on fait une demande et on regarde si on y a droit. Et sur quelles conditions on peut l'avoir. Donc ici, l'État, on peut faire des demandes et les entreprises, généralement, on fait des demandes. Alors, je vous rappelle que l'État est un acteur économique. C'est aussi un acteur économique. Il joue le rôle de régulateur, d'acteur économique. Il a beaucoup de rôles, l'État. Un des rôles, il a un rôle économique. Alors, dans quel sens? Ben, qu'est-ce que veut l'État? L'État, il veut que bon, la population, je veux dire, se mette au travail. Pourquoi? Parce que quand la population travaille, elle génère des flux, des capitaux, etc. Et ça fait tourner l'économie. Voilà. Quand une personne va travailler, va travailler, elle échange avec un entrepreneur, un entrepreneur, je veux dire, un savoir-faire, ou voilà, un savoir-faire manuel ou intellectuel, peu importe. Et donc, il va recevoir ce qu'on appelle des revenus. Grâce à ces revenus, ben, il va acheter au magasin. Et ce magasin va commander aux entreprises. Et ainsi de suite. Et donc, on a un processus économique qui tourne. Donc, l'État, lui, c'est un incitant. Il veut que les gens travaillent. Pourquoi? Parce que pour faire tourner la machine économique. Si les gens ne travaillent, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, ben, voilà, la vie économique ne tourne pas beaucoup. Donc, il faut que les gens travaillent pour faire tourner, je veux dire, l'économie. Voilà, et que les flux économiques tournent. Alors, quand j'appelle flux économique, vous avez bien vu qu'ici j'ai mis un billet. Ce billet-là, il doit tourner. Ce billet-là, il doit tourner. Ça doit passer voilà, voilà, chez le citoyen, du citoyen, voilà, euh, on va dire la ménagère hein, qui va faire ses courses. Parce que pour avoir aussi un homme, voilà, on dit femme de ménage. La ménagère, avec son panier, son panier, ben, en fait, c'est tout le monde qui peut acheter. Hein. Je veux dire, c'est pas. En économie, on parle de, voilà, de panier, de la ménagère, mais bon, il n'y a pas que les dames bon, qui font leurs courses. Hein. Bon, je veux dire, c'est les citoyens, on va dire le citoyen. Le citoyen, voilà, doit faire tourner l'argent. Il va consommer, il va acheter. L'entreprise va acheter chez le fournisseur va demander au producteur, voilà, et ainsi de suite. Ça va faire, voilà, les entreprises vont engager des citoyens, parce que voilà, on demande aux fournisseurs, les entreprises vont demander à des fournisseurs de les fournir en marchandises, voilà. Et donc cette personne-là, ben, comme il y a du travail, elle va pouvoir travailler facilement
Parce il y a une boucle qui est bouclée en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a une boucle qui est bouclée. Donc, faire travailler les gens, c'est faire tourner la machine économique, on va dire ça comme ça. Pour autant qu'ils ne thésaurisent pas beaucoup, thésaurisent pas, parce que s'ils commencent à mettre tout l'argent en banque et qui consomment pas beaucoup, c'est pas une manière de faire fonctionner. Thésauriser, c'est pas une manière de faire tourner l'économie. Faire tourner l'économie, c'est faire tourner les flux financiers. Voilà. Donc il faut que les gens consomment, et si les gens ne consomment pas, du fait que l'économie va mal ou que, je dirais, les gens thésaurisent, qu'est-ce qui se passe? L'économie ne tourne pas. Elle ne tourne pas comme elle devrait tourner. Et donc l'État est là en tant qu'acteur économique, agent économique, pour pouvoir faire en sorte que les gens se mettent au travail. Donc c'est un incitant. euh, Elle incite les gens, notamment par des petits bonus, des bonus, voire des subsides, et ainsi de suite. Alors, à qui? Pas forcément au citoyen lui-même, parce que le citoyen a le droit à beaucoup de choses aussi. Je vous ai dit, je vous ai parlé des toitures, des fenêtres, etc., de l'isolation. Il a le droit à faire sa maison, je veux dire, en payant, en payant pas je veux dire, le vrai prix, parce que le vrai prix, parfois, les vrais prix sont chers, hein. Voilà, donc on a des aides de l'État. Mais ici, l'État peut aider énormément les entreprises. Beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, entreprises reçoivent des subsides de l'État. Elles reçoivent des subsides de l'État. Et l'État aide, quelque part, aide les entreprises à pouvoir progresser, à pouvoir voilà, se battre dans un milieu qui est parfois hostile. Parce que avoir une entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Certains, bon, sont installés depuis des années, ils ont une facilité parce que tout, tout fonctionne depuis des années. Et ça, voilà, et ça tourne, le produit, les produits sortis, voilà, ont toujours tourné. Voilà. Il y a un système qui est bien en place depuis des années. Bon, il y a des gens qui ont plus facile que d'autres, mais en général, l'entreprise, c'est quelque chose, je veux dire, qui peut être hostile, parce que dès le moment où vient l'hiver, certains perdent des contrats, parce que, enfin, les contrats se réduisent, parce que l'hiver n'est pas propice, je veux dire, à la construction, par exemple. Voilà, les gens ne vont pas aller travailler dehors en hiver. On peut travailler dans les intérieurs des habitations, mais pas dans les extérieurs des habitations, parce qu'il fait froid. Quand il y a de la neige, voilà, la neige, par exemple, il y a une tempête, de neige, je veux dire, les camions ne savent plus circuler facilement. Je veux dire, les gens ne vont pas travailler dehors en plein gel, etc., etc. Il y a, voilà, des conditions qui font que les entreprises tournent moins bien, par exemple, dans certaines périodes. Et donc, comme je dis, l'entreprise, la méthode peut être quelque chose, une hostilité aux entreprises, hein. Ouais, les entreprises, ça peut être une hostilité. Les incendies, la météo, tout ce qui est, voilà, les incendies de forêt, etc. Ça peut être hostile, je veux dire, aux entreprises. Donc, une entreprise, quand voilà, elle produit, elle a voilà, des cas d'hostilité vis-à-vis d'elle. Donc, maintenant, c'est toujours le bienvenu que un acteur économique extérieur tel que l'État fournisse, voilà, des aides pour pouvoir à ce que l'entreprise puisse voilà, pour que l'entreprise puisse bénéficier. Et ici, dans ce cas-ci, justement, j'ai pris un cas de figure où, voilà, dans le cadre d'une politique d'emploi, voilà, l'État veut que les gens travaillent. L'État, un des soucis de l'État, j'ai bien dit un des soucis parce qu'il y a beaucoup de soucis d'État. L'État fonctionne aussi comme une entreprise, hein. Je veux dire, elle a ses problèmes à gérer. Je veux dire, au jour le jour, d'année en année, et sur base, bon, il y a les plans court terme, les plans long terme, etc. L'État voit à long terme ou à court terme ou au jour le jour. Voilà, elle a toujours des soucis aussi. L'État doit récupérer voilà, ses taxes, ses impôts, etc. S'il y a des gens qui ne payent pas, des choses comme ça, voilà, il y a des soucis d'État. L'État a de nombreux soucis. C'est comme une entreprise aussi. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et le problème, c'est fait pour les gérer, les résoudre. Voilà. Alors, donc, dans une politique d'emploi, donc, euh, l'État veut que les gens travaillent. C'est une mise au travail
des personnes, par exemple, qui ne sont pas occupées et les réoccuper. Je rappelle qu'il y a des emplois en pénurie et que, bon, d'un côté, il y a un taux de chômage bien précis, et d'un autre côté, il y a des emplois en pénurie. Donc, le tout, c'est de savoir mettre en adéquation cette problématique, voilà, d'un taux de chômage avec des emplois en pénurie. Il y a l'offre, ce qu'on appelle l'offre et la demande. Mais de toute façon, l'État, ce qu'il veut, lui, c'est que au maximum, les gens travaillent, au maximum, l'économie de l'État va fonctionner. Et donc ici, dans ce cas-ci, dans le cadre d'une politique d'emploi, l'entreprise reçoit 10 millions pour la création d'une unité de production. En production, je me suis trompé, hein. J'ai mis le C avant le T, mais enfin bref. Alors comment ça va se passer au niveau comptabilité? Ben, vous devez écrire dans le compte 15 subside en capital à... Alors, elle reçoit par la banque. Alors, le compte banque, bien sûr, il va être débité. Donc, c'est magnifique pour l'entreprise. Elle reçoit 10 millions. Voilà. Mais ça, bien sûr, c'est pris en compte par le compte capital. Donc, il va être, je vous rappelle, crédité. Alors, je rappelle ici que c'est un compte d'actifs. Et ça, c'est un compte de passif. Alors, bien sûr, ici, il n'y a pas d'intérêt. Je ferai un exemple avec un intérêt. Ici, c'est juste c'est un subside en capital et pas en intérêt. Mais c'est quand même ce compte-là qu'on va utiliser, hein, pour les subsides en intérêt. Voilà. Qu'il soit subside en capital ou en intérêt, ben, je veux dire, c'est toujours ce compte-là. Bon, mais ici, c'est pas un subside en intérêt, c'est un subside en capital. Mais malgré tout, si c'était un subside en intérêt, je mettrais dans ça. De toute façon, je ferai un exemple. Je ferai un exemple. Ici, dans ce cas-ci, dans le cadre de l'emploi, politique d'emploi, c'est pas des intérêts. Voilà, c'est du capital. Donc c'est subside en capital. Mais même, de toute façon, même si j'avais utilisé, s'il y avait eu des subsides en intérêt, on aurait utilisé quand même le subside en capital. C'est pour ça que je vous disais, normalement, le terme, ce serait subside en capital et en intérêt. Il faudrait mettre, on aurait dû mettre un compte subside en capital et en intérêt. Subside en capital. Alors moi, j'aurais rajouté aussi et en intérêt. Bon, mais le compte s'appelle pas comme ça. Il s'appelle pas subside en capital en intérêt. Il s'appelle subside en, en capital tout court, hein. Il s'appelle subside en capital. Le compte 15, il s'appelle subside en capital. Donc, ils n'ont pas mis ce mot-là. Et en intérêt. Alors que subside en capital, bah, c'est ce compte-là. Subside en intérêt, c'est ce compte-là. C'est un compte de passif. Et ils s'écriront, les montants s'écriront au crédit. Donc, dans le compte de bilan, on a l'actif, passif, voilà, et il s'écrit au crédit. C'est le compte 15. Mais comme je vous ai dit, là, j'ai dit qu'il y avait 10% du montant pour la création d'une unité de production, 10% du montant total. Ben, ces subsides pourront être maintenus, on va dire, au passif et feront l'objet d'une réduction progressive par
on va dire, le crédit d'un compte de produits financiers 753, subside en capital et en intérêt. Donc il faudra utiliser le compte 753. Bon, je ne le fais pas ici comme je l'ai dit. Hein. Je peux vous dire qu'on va utiliser le compte 753. Voilà, subside en capital et en... Là, ils disent en capital et en intérêt. Ouais, subside en capital et en intérêt. Là, c'est un compte de résultat. Donc, il faudra utiliser ce compte-là. Je veux dire, pour la prise en charge, là, pour la réduction progressive par le crédit d'un compte de produit financier 753 qui est subside en capital et en intérêt, au rythme bien sûr de la prise en charge des amortissements effectués pour l'immobilisé concerné. Voilà, donc il faudra utiliser le compte 753 subside en capital et en intérêt, bien sûr, pour prendre en charge, bien sûr, ces 10% du montant total que je ne fais pas ici. Hein. Parce que je vais faire un exemple. Je vais faire un exemple complet dans une autre vidéo. Donc, sachez qu'on va utiliser le compte 753 et on va dire, placer progressivement les montants qui sont de 10% ici. Si je n'ai fait que voilà, mettre une vue globale, ben, il faudra utiliser le compte 753. Parce que je vous ai dit qu'il y a 10% à prendre en compte ici, du montant total à chaque fois. Donc, comme je dis, ces subsides, là, ne pourront, on va dire, être maintenus au passif. Et on va utiliser le compte 753, qui lui, bien sûr, c'est un compte de produit, donc on va le créditer. Ça, je rappelle qu'un compte de produit, ça fonctionne, un compte de produit, ça fonctionne comme un compte de, on va dire, il y a le compte de charge. Les charges, ils sont débités. Ils fonctionnent comme les comptes d'actifs. Voilà. Les comptes de produits, lui, ils sont crédités. Et les comptes, c'est comme un compte de passif. Lui, il sera crédité aussi. Et donc, 753, c'est un compte de produit qui est subside en capital et en intérêt. Et donc, il faudra passer là d'un compte de passif vers un compte de produit progressivement en notant, je veux dire, les 10% du montant total au fur et à mesure. Ça va être progressif, c'est comme un amortissement, comme je l'ai dit. Bon, mais ici, je ne le fais pas, les écritures, mais je vais le faire dans une vidéo à part. Je vais faire un exemple complet. Vous pourrez voir ce contenu. Ici, c'était juste une vidéo pour montrer, bon, en gros, faire la savoir faire une distinction entre, voilà, le compte 10, qu'est-ce que c'est, et le compte 15, qu'est-ce que c'est. Alors que, le compte, j'ai vu ici, je viens de voir le compte 10, voilà, capital souscrit. Prime d'émission, je l'avais déjà vu. Voilà, plus-value de réévaluation, ça a déjà été fait. Les réserves, ça a été, j'ai déjà vu. Voilà, bénéfices reportés ou pertes reportées, j'ai déjà vu. Et là, j'ai vu le compte, voilà, subside en capital, en investissement. Donc, pouvez-vous dire que j'ai vu le 10, compte 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je ferai un exemple sur le compte 15, un exemple complet. Je vous remercie.